Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, écrivons demain. Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interviewe et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre, en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je suis avec Marion Dubé. J'ai eu le plaisir de la rencontrer au Salon du Bien-être à Biarritz et de participer à sa conférence « Et si on jetait des paillettes sur nos vies ?» Alors attention spoiler, elle m'est apparue habillée hyper sexy, perchée sur ses talons hauts, avant de nous accueillir dans sa robe en éponge, serre-tête aux oreilles de chat. Marion est drôle, ne se prend pas au sérieux. Pourtant, elle nous parle de sujets très sérieux et universels de manière humoristique. Savez-vous qu'elle est recommandée par les thérapeutes et les psychologues? Et oui, Marion est auteure de romans humoristiques à visée thérapeutique, la thérapie par le rire. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Place à cette hypersensible extravertie et à notre conversation. Bonne écoute! Alors bonjour Marion. Salut. Salut Katia. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis ravie de ton invitation et de te rencontrer aujourd'hui pour discuter de ce monde meilleur, comme tu le disais si bien, qui s'écrit aujourd'hui. Ce monde meilleur de demain auquel chacun de nous on a envie de participer, même ne serait-ce que par des petits grains de sable. Ce qui compte, c'est l'intention. Cette intention qui met du baume au cœur, cette intention qui nous donne de l'espoir quand on doute et quand on regarde les infos, quand on allume la radio et que ça va pas du tout. Voilà, je suis ravie aujourd'hui de venir parler avec toi de ça. Eh bien, merci à toi d'être là. Est-ce qu'on peut dire en aparté que on est voisines en fait? Bah écoute, j'ai pris ma voiture et puis je suis arrivée devant chez toi, je t'ai appelé et je t'ai dit écoute, en fait je vais me garer devant chez moi, je vais venir à pied, je pense que ce sera plus cohérent puisque nous sommes sur 2 rues parallèles mais qu'en fait on habite à 200 mètres. Même pas. Ouais. C'est assez incroyable. Porte à porte. J'avoue, c'était drôle. Alors merci à toi d'être là. Est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose à la présentation que j'ai faite de toi? Ou compléter ce que tu as commencé à nous dire sur ces petites graines que tu amènes toi aussi dans ce monde meilleur. Ouais, alors je suis une grande rêveuse, je suis très optimiste. Ça peut effrayer des fois mon compagnon qui se dit « Ah non, mais la nana, elle a pas du tout les pieds sur terre », alors que si, mais je décide de croire en ma vérité et j'ai envie de regarder dans la direction où ça me fait du bien. Donc ce qui est chouette, c'est que là où je regarde, effectivement, il y a plein de choses. Donc je suis une utopiste rêveuse et ma particularité aussi, mais on est plusieurs, donc ça commence plus trop à être une particularité finalement, c'est mon hypersensibilité. C'est cette capacité à voir le monde avec beaucoup d'intensité. On peut se méprendre peut-être sur ce que c'est que l'hypersensibilité, on entend beaucoup parler. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent pour comprendre ce que c'est qu'être hypersensible? C'est être vivant avec un filtre magique qui fait qu'on ressent les choses à 3000%. Et pour ceux qui se méprennent et qui pensent que c'est un fardeau ou une tare, en fait c'est parce que pour l'instant vous connaissez pas assez bien pour avoir compris qu'en fait vous êtes tout simplement des êtres merveilleux au service de l'amour et du vivant. Parce qu'en fait être hypersensible, c'est avoir un espèce de lien invisible entre notre cœur et celui des autres êtres vivants. Et que ce soit d'ailleurs avec un cœur qui bat ou pas, ou juste organique. Ouais. Je crois que c'est ça, notre particularité. On n'est pas fou. On est vivant. Faut juste à l'identifier, à apprendre à faire avec. Il y en a pour qui c'est un vrai handicap. Ouais, il y en a qui arrivent sur mon stand et
Ah là là, je suis pas du tout d'accord avec vous. En fait, ils lisent, leurs yeux accrochent évidemment ce qu'ils ont besoin d'accrocher avec l'inconscient. Donc c'est un mantra que j'ai écrit, j'en ai fait une affiche à 3, avec marqué en gros, les hypersensibles sont un cadeau pour l'humanité tout entière. Et ça, il y a des réactions à chaque fois, quoi. C'est ah non, alors ça, pas du tout d'accord, pas facile tous les jours, ah non non non, y en a marre de parler d'hypersensibilité, alors il y a ceux qui comprennent pas, il y a ceux que ça révolte, il y a ceux qui sont pas d'accord. Mais en tout cas, il y a des réactions vives et c'est ça qui est cool. Toi qui as travaillé dans le médical, tu le sais hein, que sur l'électrocardiogramme, ça veut dire qu'on est vivant. Quand ça va très haut vers quand ça va vers le très haut et quand ça va vers le très bas, c'est qu'on est vivant. Quand c'est linéaire et qu'il se passe rien, c'est la mort. Donc pour moi, c'est une chance d'avoir cette hypersensibilité-là. Par contre, je rétablis tout de suite la vérité, ça n'a pas du tout toujours été le cas. Ça m'a pris 30 ans pour le comprendre, même un peu plus, je crois 33 d'ailleurs précisément, ouais 33. La meilleure année de ma vie. Je dis ça ironiquement parce qu'en fait, dans l'histoire, j'ai vu que l'année de nos 33 ans, c'était l'année la plus joyeuse qu'on aura à vivre dans notre vie. Alors moi, ça a été l'inverse. J'ai toqué à la porte des urgences psychiatriques l'année de mes 33 ans, j'ai voulu me jeter sous des voitures, c'était très sympa, mais ça a été aussi l'année où j'ai découvert que j'étais hypersensible grâce à tout ça. Donc finalement peut-être que oui, hein, dans un cadeau mal emballé se cachait du coup la compréhension de ce que j'étais. Il a fallu que tu en passes par là pour mettre un mot sur ce que tu vivais. Oui, et même si je pense pas que je rentre et que je coche toutes les cases, j'en ai créé une bien à moi, qui quelque part me rassure en me disant déjà t'es pas seule, donc quelque part on crée une norme, ce qui est chouette. Je suis plus le mouton noir, je fais juste partie d'un autre troupeau, multicolore d'ailleurs plutôt, un troupeau sympa avec plein de couleurs, mais surtout d'accepter que c'était ok d'être ce que j'étais. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, je suis née le 31 décembre et tous les 1er janvier, ma résolution, c'était toujours la même. C'était quoi ta résolution? Être moins gentille. Raconter moins ma vie. Arrêter de faire confiance. Arrêter de tomber amoureuse. Ne pas dire je t'aime avant. Et je me donnais comme ça des trucs hyper carrés, tu vois, des directives hyper concrètes et hyper détaillées, parce que sinon je les tenais jamais, quoi. Puis un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma force. D'être une passionnée, c'est ça ma richesse, de dire je t'aime parce que je suis hyper romantique et que c'est ce que je ressens à ce moment-là, à cet instant T. Et puis si en face il est pas capable de dealer avec, c'est con pour lui, quoi. Dommage, tant pis. Puis si je suis joyeuse à la hauteur de ce que je suis triste, c'est déjà ça de près finalement, c'est ok de vivre avec cette ambivalence. Et à quel moment t'as arrêté de faire des résolutions? Oula. Waouh, effectivement. Faudrait que je regarde dans mon bloc-notes de mon téléphone. Il doit y avoir les dernières, puisque à chaque fois je l'ai noté là. Ouais, je pense que ça doit bien faire, depuis mes 30 ans, ouais. Depuis que j'ai rencontré le père de mon fils. Celui qui allait être le père de mon fils. De mon enfant. Parce que je le connaissais en fait depuis la naissance, mais un jour j'ai compris que ce serait lui. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté parce que lui il m'aimait vraiment pour tout ce que j'étais. Ça c'était cool. Ah, t'es folle, je t'aime, ok. Parfait. Ça me convient. Alors, t'en as fait aussi un livre. Ouais. Pour raconter, peut-être aider, tous ceux qui sont handicapés avec ça dans leur vie. Spécifiquement. Ouais. Il y a de ça, du coup, j'ai écrit 7 romans. Et il y en a un, spécifiquement qui parle, effectivement, de cette année-là, de cette année, décisive, en fait, dans ma vie. Cette année de bascule. Donc le livre, c'est cet espace dont j'ai manqué, mais en fait, tout ce que je raconte avant celui-là, c'est par mon biais et par mon filtre d'hypersensible, mon prisme d'hypersensible. Donc en fait, même si c'est pas sur l'hypersensibilité intégré, ouais voilà, c'est ça. Même si j'en ai pas conscience, même si c'est inconscient, même si voilà, c'est pas monté jusqu'au mental. C'était là dans le cœur, dans les tripes, et tout ce que je racontais, c'était lié à mon hypersensibilité, bien sûr. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait le chemin jusqu'à comprendre qu'ils font partie de la définition, c'est bien aussi quand ils rentrent avec les autres romans. Puis tu vois, celui-là, sur l'hypersensibilité, il est sorti en 2020, si je dis pas de bêtises. 2021, pardon, écrit 2020, sorti 2021. Et en fait, tous ceux qui ont lu les livres avant, c'est pas marqué quelque part que je suis hypersensible.
Donc ils étaient sur le chemin à ce moment-là et c'était ok parce que eux-mêmes n'en avaient pas conscience. Mais c'est quand même arrivé que j'ai certains de mes lecteurs qui sont venus me voir en me disant, au fait, t'es au courant que... Mais quand c'est arrivé, tout s'est goupillé en fait. Il y a jamais eu personne qui m'en a parlé avant, mais c'est arrivé l'année où je devais tout découvrir. Et quand donc c'est ça qui est drôle au niveau de la synchronicité. Alors quand j'ai su comment ça s'est passé. Ouais, comment est-ce que t'as réagi? Comment t'as accueilli ça? Ah, j'ai pleuré, waouh. En fait, j'étais chez la psy. Et elle me dit, voilà, j'ai un truc à vous dire. Donc j'étais chez une pédopsychiatre que j'avais rencontrée grâce à mon fils, par la crèche où il était. Parce que un matin, je suis arrivée et que les dames de la crèche vous accueillent en me disant, alors maman, elle a passé un bon week-end? Oui, c'est comme ça qu'on parle aux mamans. Mais c'est ok, tu vois, désormais tu t'habitues à ce qu'on t'appelle maman. Tu perds ton identité. Ouais, c'est ça, c'est maman. clair, c'est clair. Ouais, ça faisait un moment que j'étais plus que ça, hein, d'ailleurs. Hein. J'avais perdu toutes les autres casquettes de ce que je pouvais être. C'est très infantilisant dans la manière de dire les choses. C'est vrai, peut-être, mais écoute, à ce moment-là, ça a peut-être très ouais, aussi. Maternant. C'est ça, maternant, rassurant, je sais pas, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Donc elle pose cette question et pour réponse, il y a un torrent de larmes, un espèce de barrage qui pète en moi. Et là, elle fait, ok maman, je vais accueillir votre fils et puis je vais venir m'occuper de vous. Et donc la réponse était, ça va pas du tout, je suis en train de couler. Donc elle me dit, je suis désolée, pour l'instant on a que la pédopsychiatre qui est dispo, elle est là, vous pouvez aller la voir, on l'a eu au téléphone, elle vous attend. Et donc en fait elle était déjà venue à la crèche, donc et elle avait repéré mon fils. Et c'est elle qui m'a dit, elle me dit, ah vous écrivez des livres, vous pourrez me les prêter, ça m'intéresse. Alors déjà, waouh, quelqu'un s'intéresse à moi. Je sais pas, c'était bizarre. J'étais plus habituée, ou pas habituée, je sais pas. En tout cas, à ce moment-là, c'était déjà très inattendu. Et donc, la deuxième ou troisième séance, elle me dit, écoutez, j'ai lu tout votre premier livre, là, va falloir qu'on pose un truc, hein, je pense que vous n'êtes pas au courant. Et c'est là qu'elle me raconte, et qu'elle me dit, j'ai pas besoin de vous faire passer des tests, j'en suis sûre et certaine. Vous êtes hypersensible. Et j'étais, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et elle m'explique ce que ça veut dire. Avec le langage, enfin le dialogue intérieur que je suis supposée avoir au moment où je l'écoute, elle m'en parle. Elle me dit, oui, je sais que vous vous dites que c'est pas possible parce que à l'école vous étiez nuls, je sais que vous vous dites que mais non, vous ne valez pas mieux que les autres, je sais que vous vous dites que le problème ça a toujours été vous, et là, mais oh là là, une espèce de baume au cœur, mais comme si je recevais un énorme câlin d'un nounours géant tout doux. Et je suis partie avec ça en me disant, oh, putain, en fait, j'appartiens à une famille. Tu vois, c'est vraiment ça. Et il y a quelqu'un qui me comprend? Ouais, où c'est que des gens qui sont pareils que moi. Parce que j'avais vraiment l'impression, en fait, depuis toute ma vie, et j'en parle dans certains de mes livres, alors quand j'en ai pris conscience, quand j'ai posé de la conscience dessus, j'étais là, oh, waouh, mais comment ça a trop de sens. Où je disais que pour moi, je suis une extraterrestre, que je comprends pas pourquoi ma famille m'aime pas alors qu'ils sont censés avoir ça en eux, et que c'est pas le cas. Et en fait, tout le puzzle dans mon cerveau a commencé à prendre forme. Là, j'imaginais, tu vois, le puzzle qui créait quelque chose, quoi. C'était waouh, c'était très fort. Ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était très puissant et en même temps libérateur, de dingue. Après, je suis rentrée, je suis allée me documenter. Et oui, j'allais te demander qu'est-ce qui s'est passé pour toi ensuite, une fois que t'as su, que t'as pris conscience de ça, que ça a été la révélation. T'as compris aussi ce qui se passait pour toi? Ouais. Déjà, il y a plein de choses que j'ai plus acceptées. T'as pas le droit de dire ça. Non, j'ai le droit de dire ça. Tu peux pas ressentir ça, c'est faux. En fait, si, gars, je ressens ça. Ça a été alors à ce moment-là, j'étais séparée du père de mon fils. Et ça a été vraiment d'une aide, une béquille, vraiment un allié pour comprendre ce qui avait pas fonctionné avec le père de mon enfant. Et vraiment enlever la culpabilité que j'avais sur le cœur de j'ai tout gâché parce qu'en fait je suis barjot et que je vis les choses avec beaucoup trop d'intensité et que tout est une montagne et il a raison et pourquoi, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui est cassé en moi. Puis je lui ai passé le bouquin et je lui ai dit écoute c'est héréditaire, donc si tu le fais pas pour moi tu le fais pour notre fils. Ton fils a cette même sensibilité? Ah ouais. C'est ce qu'elle avait repéré à la pédopsie? Ouais, mais même moi j'ai vu qu'il y avait un truc. Le gamin, il parle pas, il marche même pas, il va donner son doudou à un autre enfant qui est tombé et qui pleure, tu vois. Ça a expliqué plein de trucs. Et ça a réparé plein de trucs en moi aussi.
Mais j'ai quand même remercié le fait que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de regrets et qui viennent sur mon stand quand je suis en dédicace et on en parle et ils me disent ouais mais je viens juste de le découvrir et si seulement j'avais su avant. Et je leur dis mais non, parce qu'en fait tous les coups de chlasse que t'as pris, les coups là, de fouet que t'as pris dans ton âme, c'est au service de qui tu es aujourd'hui en fait. Et si je l'avais su dès le début, j'aurais pas du tout été cette personne. Peut-être que j'aurais vécu ça avec arrogance, que j'aurais été dans l'ego, un but de ma personne. Parce que ce qui était difficile quand j'ai commencé à en parler, de dire je suis HP, c'est au potentiel, ça veut dire au-dessus quoi. En tout cas ceux qui l'entendent, c'est pas on a un fonctionnement cérébral différent, c'est vous avez un meilleur fonctionnement cérébral de nous. Donc ça veut dire qu'on se sent inférieur. Et moi j'ai pas du tout envie que tu me dises ça alors que ça fait des années que je te dis qu'il y a un truc qui cloche, que t'es barjot et que t'as juste un problème en fait, que le problème c'est toi. J'ai pas du tout envie que t'arrives avec ta toison d'or là et que tu viennes me dire qu'en fait t'es la reine des géniales. Non, en fait c'est pas possible. Moi je peux pas l'entendre. Donc déjà le terme effectivement surdoué ou haut potentiel, c'est un terme que j'utiliserai jamais. J'ai vraiment du mal avec ça et même là en le disant tu vois, y a ce truc en moi qui dit de qui tu te moques. Rappelle-toi tes années d'école, là, d'échecs scolaires et tous ces trucs que t'as jamais réussi à faire. Donc d'ailleurs je pense que je ne m'identifie pas à ça. Je sais que mes pensées sont très rapides, que ça part souvent dans beaucoup de directions. Donc il y a des choses que j'accepte dans la définition et il y en a d'autres que je mets de côté parce que j'ai du mal avec ça. Et certains de mes lecteurs c'est pareil. Mais c'est en fait ça met du baume au cœur mais ça met aussi un fossé un petit peu avec les autres. Mais plus t'acceptes qui tu es et plus ce fossé il n'existe plus parce qu'en fait ces gens sortent de ta vie. Et c'est très bizarre. J'ai l'impression que depuis ce jour où j'ai vraiment compris et intégré qui j'étais et ce que j'étais, j'ai des antennes et c'est pour ça que je continue à les mettre sur mon stand parce que ça me fait rire. En fait, j'ai 2 pompons là, un serre-tête avec 2 pompons pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas à quoi je ressemble. Vous pouvez aller voir. Il y a plein de visuels sur ma page Insta. Donc j'ai 2 pompons et les gens ça les fait rire. Ah c'est rigolo, les petites serre-têtes que vous avez, les petites oreilles de nounours ou les trucs, ça les fait marrer. Mais en fait, je suis vraiment dans l'incarnation de ma théorie qui est que depuis j'ai des antennes et que je capte que les gens qui sont dans la même vibration que moi. Et c'est ouf quoi. Mais tout le temps, c'est un truc de dingue. Dans n'importe quelle sphère de ma vie, quoi. Genre, je fais un covoiturage, tu peux y aller, quoi. À chaque fois, ce sont des hypersensibles qui choisissent mon trajet. Tout le temps. On amène à soi ce que l'on vibre. Ouais, bah écoute, c'est confirmé, hein. J'en suis la preuve vivante. Moi, je pense que si on est là aussi ensemble à partager, bon, c'est peut-être qu'il y a des points sur lesquels on se rejoint aussi, sur lesquels on est connecté. Je n'en doute plus, quoi. Je n'en doute plus. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que les autres humains, du coup, ils sont grisés et je ne les vois même plus. Je ne les entends pas. Et des fois, ils viennent sur mon stand et ils me provoquent parce que je ne les entends pas. Et je suis là, ok. Mais je le prends avec sourire, avec amour et avec compassion aussi, tu vois. Je sais que c'est quelqu'un qui m'attaque parce que, sans faire exprès, j'ai appuyé sur un truc en lui ou même pas moi, tu vois. Des fois, c'est une phrase qu'ils ont vue, ils la prennent personnellement, mais ça m'a aidé à mettre du lien et créer de l'amour envers ces gens que je ne vois pas la plupart du temps quand ils rentrent quand même en collision avec ma vie. C'est y a plus de violence parce que enfin je m'aime et que j'ai plus besoin de me justifier. Tu vois, je me suis fait la réflexion l'autre jour, j'étais dans un jour down où c'était très compliqué, ça se passait mal, il y a eu plein d'incompréhensions, je faisais le marché, c'était le jour de l'enterrement de ma mère. Donc elle est décédée quand même il y a 8 ans, mais 7 ans, et c'était la date anniversaire. Donc c'était vraiment un jour où ça n'allait pas. Et là, évidemment, rien n'allait, pour de vrai. Et j'étais dans la voiture en train de pleurer, et là il y a une nana qui tape au carreau et qui me dit oui, excuse-moi, mais du coup je peux m'installer à côté de toi, il y a une place à côté de toi. Et je lui dis mais je suis désolée, mais en fait il y a pas de place à côté de moi. Ah non, avant de répondre, elle me dit ça va? Et j'ai dit mais en fait je pleure quoi, donc non ça va pas. Je lui dis non ça va pas. Elle me dit non mais ça va, hein, c'est bon, c'est qu'une question, hein, c'est pas la peine de le prendre comme ça. Hein. J'étais là mais je dis vraiment ma réponse tu la prends contre toi. Genre je suis en train de pleurer et t'arrives, tu tapes au carré, tu me poses une question, je te réponds, tu la prends contre toi. Et genre bon mais ça va, c'est bon, je te laisse. Donc elle s'est barrée. Je crois que j'ai même pas eu le temps de me justifier après. Bon bref, enfin avant qu'elle parte. Et tu vois, je sais qu'avant j'aurais essayé d'aller réparer la possible
mauvaise interprétation qu'elle aurait eu de moi, tu vois. Et là, j'étais mais en fait, je m'en tape, quoi. Moi, j'étais dans ma vérité. La nana, elle me demande si ça va. Je pleure, je lui dis que ça ne va pas. Si elle le prend perso, c'est même pas mon problème. Et j'ai pas besoin derrière d'aller lui prouver que je suis quelqu'un de bien, de souriant, de génial. Elle peut repartir avec ça même, hein. Et je m'en fous. Parce que peut-être que même si j'étais allée la voir pour dire au fait, je te jure que je suis pas une connasse, hein. Tu peux t'installer à côté de moi, c'est juste qu'en fait, physiquement, il y a pas de place. Donc c'est même pas contre toi, je t'explique. Je me justifie, hein, clairement. Mais peut-être qu'elle se serait dit, ouais, qu'elle faux cul, elle a fait exprès. Enfin, de toute façon, tu peux toujours mal interpréter. Même la meilleure des attitudes, même le truc le plus neutre d'amour ou de mauvaises intentions, de vice ou de quoi que ce soit, il y a toujours un humain en face qui est capable de mal l'interpréter. Donc, te tracasse même plus à essayer de te justifier, et j'en suis là. Donc d'avoir aussi réussi à te détacher du regard des autres, ou du jugement qu'on peut avoir sur toi. Bah ouais. Puisqu'il est forcément à mille lieues de la réalité. Parce que personne n'est dans ma tête ou dans mon cœur, à part moi. Tu vois. Donc, ok. C'est ok. Pars avec ce que tu veux. De toute façon, je pourrais pas changer ça. Pour revenir à l'écriture, comment ça a commencé? Alors on a dû te poser la question des milliers de fois, mais moi j'ai bien envie que tu nous racontes comment un jour tu t'es mise à écrire. Alors faut savoir que je suis quelqu'un de très bavard, de base, que ça a été très très compliqué pour moi à l'époque où, vers 14 ans, je sais pas quel âge t'as, mais on est à peu près de la même génération, ou en tout cas, on a vécu sûrement les mêmes choses. Je sais pas si tu te rappelles, mais on avait des téléphones portables, les premiers téléphones portables. C'était dans les années 2000. Voilà, donc c'est ça, j'avais 15 ans. Et là, on est avec Bouygues Télécom et SFR, et Orange, et le deal c'est 3 SMS par jour. Et 30 signes. Alors je me souviens de l'écran avec on pouvait écrire sur la ligne et on pouvait pas lire l'intégralité du texte. C'était plus tu écrivais et plus le texte disparaissait. Ah, ça j'ai pas ça. C'était sur les Ola. Ah, tu sais, les gros téléphones avec une énorme antenne. Ah non, attends. Anciennement. On a dit 2000, hein, on n'a pas dit 85. Ouais, mais c'est ça. Chips avec son téléphone dans la voiture. Oui, mais... avec la mallette, tu sais. 1999 ou 2000. Ouais. Non, mais je te rappelle parce que peut-être tu vois pas où je veux en venir. Mais en fait, on avait c'était, tu sais, on est passé aujourd'hui, c'est au forfait illimité. Mais je ne me rappelle pas qu'on était limité. On était limité dans le nombre de signes et dans le nombre. Alors peut-être que j'avais un forfait claqué que mes parents. Alors moi, je me rappelle absolument pas. Et ben t'avais droit à 3 SMS par jour. J'étais encore mon temps de la télécabine, tu vois. Donc, ouais, non, pas la télécabine, le téléphone en cabine. Oui, je vois. Oui. Donc je m'écarte. et du coup c'était horrible quoi. Parce que ça veut dire que j'avais un temps de parole limité à 30 signes. Enfin là, le temps de parole, c'est dans les interviews, c'est pour moi aussi c'est compliqué. C'est un exercice auquel je me plie depuis que je suis chroniqueuse à la radio RZN, mais on me dit déjà c'est 1 minute, 1 minute 30, je suis toujours à 3 minutes, voire 4 minutes. Donc c'est trop compliqué pour moi, je suis trop bavarde. Et en fait, à l'écrit aussi, hein. Et ça depuis toujours. Mais j'ai commencé à écrire, donc pour revenir à la question, parce qu'on est parti loin. Comment a commencé le processus d'écriture? Eh bien, je me suis mise devant une feuille et j'ai commencé à écrire une lettre d'amour à un garçon que j'avais quitté et que j'avais brisé, parce que je l'avais pas quitté une fois, mais je l'avais quitté 2 fois. Il avait mis 1 an et demi à me refaire confiance après que je l'ai quitté la première fois. J'ai ramé, hein, il m'a fait ramer. J'ai ramé, mais il a été ok de me laisser une 2e chance, et là, je refais la même, quoi. Le mec, il est là, mais est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule? Donc, comme je l'ai quand même bien pété, lui aussi en 2, je me suis dit, il faut vraiment que je lui explique qu'en fait, tout ça n'a rien à voir avec lui, que c'est moi le problème, c'est que j'arrive pas à être heureuse. C'est vraiment un truc qu'il me disait, mais je sais plus quoi faire pour te rendre heureuse. Il y a rien qui marche, quoi. Pourquoi tu sabotes tout? Lui, il avait tout compris, en fait. Donc, je lui ai écrit une lettre pour lui demander pardon, lui dire que j'étais vraiment désolée et qu'il avait raison, et commencer à lui expliquer pourquoi j'étais cassée et que j'arrivais pas à être heureuse. Et en mettant le dos là-dedans, alors là il s'est ouvert un truc inattendu. Enfin, T'as écrit 250 pages. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, j'ai commencé à parler de mon enfant, j'ai commencé à parler de mes parents, j'ai commencé à parler de ma maltraitance psychologique, j'ai commencé à parler des décès que j'ai vécus dans ma famille qui ont été très douloureux, que j'ai eu l'impression de vivre seule, enfin, le fait que j'ai été placée en famille d'accueil à 14 ans,
mes parents qui me rejetaient et qui me disaient putain mais on regrette, ma mère qui me dit je regrette de t'avoir mise au monde, tu vois, c'est dur quoi, c'est ça laisse des traces hein. Toute une vie je pense hein. Ouais bah ouais hein, toute une vie parce que même aujourd'hui en étant mère, je suis influencée par cette phrase dans la façon dont j'accompagne mon fils. C'est sûr, tu vois, je l'engueule et je lui dis mon amour, là je suis très énervée contre toi, maman là elle n'a plus de patience. Ça ne change rien au fait que je t'aime et que je t'aimerai toute la vie. Du coup, il me regarde avec ses grands yeux derrière ses petits carreaux, parce qu'il a lui aussi des lunettes, famille de binocles. Et là, maman, tu es très fâchée, hein, mais tu m'aimes quand même, je le sais. Et ça, je suis là, ok, c'est cool. Et je sais que c'est cette phrase que ma mère m'a sortie un jour qui impacte l'adulte et la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je racontais ça dans mon message, dans cette lettre qui est devenue, voilà, finalement un livre. Et j'ai compris que ça m'avait aidée à me libérer et un peu comme une séance d'exorcisme quoi. J'ai sorti de moi tous ma lettre. Alors tout ne s'est pas résolu tout de suite à la publication de ce premier tome, puisque j'en ai écrit 7 derrière, mais ça a été une première pierre à l'édifice quoi. Ça a été la genèse du projet. Et à quel moment tu t'es dit je vais en faire un livre et je vais le publier, je vais l'éditer, je vais le faire lire que tu me parlais de Julien Perron tout à l'heure, que t'avais écouté mon échange avec lui, donc j'ai écouté son talk show là sur TEDx. J'ai écouté son TEDx où il dit qu'en fait il a toujours eu une petite voix en lui qui lui disait. Et j'étais là, mais oui, mais moi aussi en fait, j'ai toujours eu une petite voix en moi qui me disait. Et quand j'ai commencé à écrire cette lettre qui est devenue une très très grosse lettre, finalement j'ai compris que c'était un manuscrit et qu'il fallait que je partage. J'avais cette petite voix en moi qui me disait, ça te fait du bien, mais t'es pas seule. Ça fera du bien aux autres. J'ai eu la folie d'y croire. T'as eu raison. Ouais. À ce moment-là, j'ai eu la folie d'y croire et la folie ou la naïveté. Et 15 ans plus tard, je suis éditrice. Ça te blague. Et oui, parce que tu as créé ta maison d'édition il y a 3 ans. 3 ans, mars 2020. 21 mars 2020 pour le printemps. Sympa comme date, hein. Donc les éditions Chafouine, parce que j'adore les chats, qu'on m'appelle le chat noir. Et tu sais ce que ça veut dire aussi être chafouin? Bah il y a plusieurs punaises, il y a plusieurs définitions. Pour moi chafouin c'est celui qui taquine. Mais chafouin c'est être gnangnan. Ouais voilà, ça dépend des régions. Ouais. Être chafouin ça peut être ronchon, c'est ça. Ouais. Alors que pour moi, chafouiner, c'est chercher la bagarre, taquiner, pas flirter, parce que tu peux le faire aussi avec des copines, mais si c'est quelqu'un avec qui il y a un jeu de séduction, ça peut aussi s'appliquer. Ouais, chafouiner, quoi. Plutôt dans le sens positif. Il y a carrément un gars qui est venu sur mon stand un jour et qui m'a dit « Ah non, pour moi... chafouin, chafouine, c'est allumeuse. » J'étais là, non, mais pas du tout. Sur des projections, ça, ouais, non? C'est clair. J'étais là, non, mais je n'avais pas cette définition-là, merde. Oui, donc je disais chat noir aussi parce que, évidemment, je lance ma maison d'édition la semaine où la Terre s'arrête de tourner, quoi. Toujours plus. Donc bref. Tu lances ça, oui, quelques jours après qu'on soit confinés. 21 mars 2000, c'était prévu avant, donc si tu veux, on a été confinés, j'étais là, putain, mais la semaine prochaine, je dois lancer c'est la sortie officielle de mon premier roman en tant qu'éditrice, quoi. C'était lequel? Ouais, il y a une histoire derrière. Tu nous racontes? Ouais. Quand j'en ai pris conscience, c'était très drôle. Oui, donc tu nous racontes ton histoire. Alors, en 2016, donc le 7 août 2016, alors que je suis au Cambodge en train d'essayer de démarrer une mission humanitaire pour me recentrer sur moi-même, donc j'ai 30 ans, puis 6 mois, et je veux me réaligner avec mon cœur, corps, âme, et donc je pars faire cette mission humanitaire au Cambodge. Et là, j'apprends que, via une vieille connexion toute pétée WhatsApp sur mon téléphone par mon compagnon qui essaie de me joindre par téléphone, mais ça fonctionne pas, qu'en fait ma mère vient de décéder d'une chute en montagne et que voilà, tout s'arrête. Donc il y a ces quelques secondes au début où il s'est passé un drame, je vois sur mon téléphone défiler, il s'est passé un drame, ta mère a fait une chute, là c'est horrible, tu vois, je me vois déjà, le Spielberg qui est en moi a déjà pris l'avion en accéléré, je suis arrivée à l'hôpital, je me jette sur le lit d'hôpital, je me jette sur elle qui est branchée de partout et elle me dit « Maman, reste vivante, maman, je t'aime, t'as pas le droit de partir ». Sauf que la ligne d'après, c'est « Mon cœur, elle est morte ». Alors là, un rideau quoi. Le scénario catastrophe devient le scénario mais encore
pire que ça. Puis je rentre en France, je te passe les tumultes des 24 heures de transit, où tu pleures et que personne ne vient te tendre la main, un mouchoir, une main sur l'épaule, un sourire. Il y en a même qui ont eu le culot de souffler dans l'avion parce que je faisais trop de bruit dans mes larmes et que ça les faisait chier, mais qui voulaient en plus que je sache que je les faisais chier. Donc c'était toute une aventure, ça aussi, vu que j'aime l'humain. Et quand il est dans cette version-là de lui-même, donc c'était terrible. Et je rentre en France et en fait, ma vie s'arrête pendant, je sais plus le moment où j'ai réouvert les rideaux chez moi pour laisser rentrer la lumière, mais pendant un moment je coulais et je me disais putain mais tous ces gens insouciants qui continuent de vivre, tous ces trucs sur Facebook de gens qui partagent de la merde alors qu'il y a 3 minutes ils ont mis un post genre Marion on pense à toi, toutes nos condoléances, et puis 2 secondes après ils sont en train de commenter un émoticône mort de rire sur un truc de merde alors que ma mère elle est morte quoi. Qu'est-ce que vous faites à vivre, continuer de vivre aussi avec autant d'insouciance et d'arrogance alors que mon monde s'est arrêté quoi. Et la semaine où je sors le bouquin sur le décès de ma mère, le 21 mars 2020, c'est la semaine où la Terre s'est arrêtée de tourner. Et j'étais là, donc voilà, je voulais vous dire c'est à cause de moi. Et je suis désolée, messieurs, dames. J'ai appelé Emmanuel et je lui ai dit écoute, tu vas foutre la merde, parce que là je sors le bouquin sur ma mère. Et j'ai une date anniversaire à fêter. Et j'ai bien l'intention d'arrêter la planète. Donc c'est drôle si tu veux ce parallèle. Improbable, mais voilà, j'ai lancé ma maison d'édition pour avoir la liberté d'écrire ce que je voulais, de le faire exactement comme je voulais, sans qu'on me dise ça rentre pas dans la ligne éditoriale de la maison d'édition qui te publie, t'as pas le droit de mettre des textes en gras, t'as pas le droit de changer de police, t'as pas le droit de laisser une page blanche là pour que les gens Alors c'est exactement la réflexion que je me suis faite en te lisant. Et là j'ai fait les gars, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux, c'est moi la boss. Et je crois qu'en plus, tu pourras me dire ce que t'en dis, mais je crois qu'en plus ce format-là plaît aux lecteurs. Oui. Du coup, je t'ai pas trop laissé de liberté pour répondre, Kay. Non, mais c'est drôle que tu dis ça parce que en te lisant, c'est exact. Je me suis fait la réflexion. Effectivement, la liberté que tu prends à mettre soit des paroles de chansons en gras, tu changes la police. Enfin, c'est pas formaté en fait comme les autres je fais ce que je veux. Livres qu'on peut trouver dans d'autres, dans d'autres maisons d'édition. Et je me suis fait cette remarque. Tiens, elle s'est amusée à changer la taille, la police, oui. Donc. C'est pas trop déroutant? Non, mais ça se lit assez facilement, très facilement même, et on te suit dans tes périples, donc mais tu dis bien comme un journal intime ou comme quelqu'un qui raconterait un peu son histoire avec des dates, tel jour, tel endroit, et c'est ça. Mais oui, non, mais c'est chouette à lire, ouais, oui, et on s'identifie aussi beaucoup plus facilement, en fait. Et puis on raccroche aussi aux événements de l'actualité. Là, j'étais en train de lire à nos âmes d'enfants, parce que je disais. Quand je suis venue t'écouter au salon, c'est vrai que j'étais en plein questionnement moi, sur l'enfant intérieur, et je te vois avec cet intitulé de conférence, et puis je me suis dit mais il faut que je commence par celui-là, parce que voilà, j'ai envie de tous les lire, mais s'il y en a un par lequel je dois commencer, c'est celui-là. Et c'est vrai que ça se lit vite, quoi. Enfin, ça se lit, c'est facile. Puis voilà, quand on recontextualise 2015, on se rappelle malheureusement bien ce qui s'est passé aussi à ce moment-là. Et tu étais, toi, à Paris, et tu étais... ouais. Donc garde cette liberté d'écriture. Promis. Ouais, que ce soit dans le vocabulaire, enfin t'écris comme tu parles, et c'est ça aussi qui fait que ça se lit facilement, et on est avec toi dans ton périple. Ouais. Donc il y en a pas qu'un, il y en a donc 7. Ouais, 7. Comme les chakras. Alors moi je croyais qu'il y en avait 9 parce que j'avais vu Vincent Dubé et Kitri Debé. Et je me suis dit tiens, elle a changé d'identité pour écrire sous un autre angle, et en fait non, pas possible. Du tout. Non. Bah écoute, c'était pas l'objectif de base de devenir éditrice pour d'autres auteurs. J'avais quand même ça derrière un coin de ma tête en me disant quand j'aurai la capacité financière de prendre ce risque-là, je le ferai. Et il se trouve que quand j'ai écrit mon 7e roman l'année dernière, j'ai compris en moi que c'était la fin d'un truc et que j'allais passer sur autre chose. Je sais jamais ce qui va se passer après, en fait. En général, j'écris tous les débuts d'année. L'idée commence à émerger durant l'été d'avant. En fin d'année, j'étais plus libre à l'époque. Maintenant, je fais beaucoup de salons, donc c'est différent. Depuis 2 ans, je fais beaucoup de salons en fin d'année, donc je suis quand même pas mal occupée. Mais je sais qu'il y a des graines qui se plantent, tu vois, pendant l'été. Ça commence à prendre dans la terre d'ici la fin de l'année, et ça émerge en janvier. Et entre janvier et juin, le projet prend forme.
Et là, cette année, j'ai fini l'année en me disant qu'est-ce que je fais? Et il se trouve que Kitry m'avait approché durant l'été en me disant, bon, déjà il y a 2 ans, en me disant voilà, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai commencé un projet d'écriture, j'ai bien avancé, est-ce que vous pouvez m'en parler? Et est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que on peut je voudrais que vous me parliez de votre métier, et est-ce que vous seriez ok de me coacher? Donc là, grâce à elle, j'ai monté une presta de coach pour arriver à finaliser un manuscrit. Enfin, finaliser. D'abord, sa première mission, ça a été tu reviens me voir que quand ton projet il est abouti. Moi, j'étudie pas de manuscrits qui sont achevés à 90% quoi, ou 95%, parce que des fois les 5% ou les 10% on les fait jamais. Et moi, j'ai pas de temps à consacrer pour un projet inachevé. Donc c'est la réponse que j'avais eue d'anciens éditeurs, que finalement je trouvais très très cohérente, donc je l'ai réutilisée. Et donc l'année d'après, elle est venue taper à ma porte en me disant voilà, ça y est, j'ai fini, alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis écoute, je te propose 2 trucs. Soit je t'accompagne à l'heure et je te partage tout mon savoir sans filtre, sans rien retenir, vraiment je te donne tout ce que j'ai acquis comme expérience depuis les 10 dernières années en tant qu'auteur et éditeur. Soit on part au forfait et je t'accompagne jusqu'au bout à la publication. Donc on est parti sur la publication. Je devais imprimer son livre, mais elle devait être auto-éditée. Et en fait, j'avais jamais lu son livre. Je l'ai coaché que sur parce qu'il y avait 400 pages et j'avais pas le temps. Donc je l'ai accompagnée que sur la façon dont elle m'en parlait. On a construit la 4e de couve avec ce qu'elle m'en disait. En fait, elle me racontait, mais j'avais pas eu besoin de lire le livre. Et en fait, en apprenant à la connaître, j'ai vu qu'elle avait une pépite en elle, quoi. Et à la fin, ça a été, j'ai pas trop les sous, parce que je viens d'acheter un appartement, elle a 25 ans, cette fille, cette jeune femme. Que j'ai vu sur ton salon. Exactement. Oui. C'est elle qui était avec moi. Et donc elle a fait 25 ans cette année en avril, donc elle est très jeune. Ouais. Et très jeune, c'est relatif. J'ai senti qu'il y avait un truc en elle, et elle avait une problématique financière qui faisait que du coup elle savait pas si elle allait pouvoir les publier, les imprimer en tout cas. Je me suis dit c'est moi qui dois l'imprimer. Donc tout s'est goupillé. Donc c'est comme ça que ça s'est la famille Dubé s'est agrandie, parce que là où j'ai non mais la confusion, c'est Kitry Dubé 2B. Ah, c'est pas du mais c'est 2B. C'est Kitry 2B. Ouais. Ah, tu vois. Donc elle, c'est un témoignage sur les EHPAD. Donc si tu veux, c'est quand même un sujet assez touchy. Oui. Donc elle voulait utiliser un pseudonyme. D'accord. De mon expérience, je lui ai dit change pas ton prénom, parce que ton prénom c'est très important, c'est ta résonance, c'est ta vibration, c'est qui tu es. Moi au début, j'ai publié mes livres sous le nom de Noah Dubé. Ok. J'ai gardé le personnage fictif plus ou moins dans les livres, mais j'ai repris mon prénom parce que en fait quand dans la rue je rentrais à Pau parce que je suis de Pau et qu'on me disait ah c'est Noah, en fait c'était pas moi Noah quoi. Moi j'avais juste envie qu'on m'appelle par mon prénom en fait. D'où Marion Dubé. Donc j'ai récupéré mon prénom en 2019 en tant qu'auteur et pour garder de l'anonymat donc j'ai repris mon surnom d'enfance que mes copines m'appelaient Dubé, qui est le diminutif de mon vrai nom de famille. Et donc je raconte ça à Kitry et je lui dis qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux, je peux faire de te publier Swazik, je sais plus quoi, elle avait trouvé un truc assez rigolo. Je lui dis mais le problème c'est que c'est toi, il faut que ce soit, faut que tu comprennes la dimension que c'est. Une fois que c'est publié, c'est dans la matière, qu'est-ce que tu veux quoi? Donc on en a parlé ensemble, elle m'a dit ok, mais je vais faire comme toi, je vais raccourcir mon nom de famille et il se trouve que son nom de famille c'est 2B quelque chose. Tu vois un peu la confusion? Comment tu vois, j'ai mal lu les choses? En pensant, tu vois, je suis partie de Marion Dubé, j'ai lu Kitry Dubé en me disant c'est la même, elle a changé d'identité, elle est partie sur les EHPAD. Pour moi, puis il y avait une continuité dans tout ce que tu proposes dans tes thématiques. Mais c'est ça qui est drôle. Ouais. Puisque la couverture aussi est dans le même état d'esprit. Ouais, ça c'est un tu vois, vraiment, moi, ça m'a mis de la confusion et j'ai cru que que t'avais écrit plus de romans qu'en fait, et non, ce sont des éditions d'auteurs. Ouais. D'autres auteurs. Et en fait, après ce manuscrit, on l'a quand même retravaillé vraiment ensemble, c'est-à-dire que pendant 6 mois, j'ai retravaillé son texte. Je l'ai pumpé. Voilà, ça c'est l'œil de l'éditeur, mais ça a été plus quand même. J'ai vraiment retravaillé avec elle le texte. En fait, mes auteurs, c'est un truc très particulier. Je vais pas publier n'importe qui. C'est vraiment coup de cœur et il y a de mon empreinte à l'intérieur. Oui. Il faut que ce soit les mêmes visions du monde que moi, les mêmes valeurs. Voilà, moi, la vision de ma maison d'édition, c'est vraiment l'éveil des consciences et comme toi, j'œuvre pour un monde meilleur. C'est là-dessus qu'on se rejoint, mais c'est pour ça que je t'ai demandé à être interviewée. Donc je veux pas publier n'importe quoi, si tu veux. Voilà, il faut que ça ait du sens pour moi. Donc maintenant, elle fait partie de la famille. La famille Chafouine Édition, c'est toujours la même illustratrice parce que c'est mon illustratrice de cœur. Et que je veux vraiment que les gens se disent c'est la même famille en fait. Oui, c'est la même identité. Exactement. Donc il y aura pas de style différent, ce sera toujours pareil.
Et après, l'autre auteur, c'est tout simplement mon père. Ah, ok. Donc c'est pour ça, Vincent Dubé. Naturellement, finalement. Ouais. Okay. Lui, il s'en foutait, il voulait mettre son nom, mais j'ai dit non, en fait, parce que si tu mets ton nom, c'est tu mets mon nom, donc non, puisque je fais la préface de ton livre et que j'explique que t'es mon père. Tu vas me démasquer, papa. Donc, du coup, il a fait ok, vas-y, je te fais confiance, tu fais ce que tu veux. Une belle aventure. Ouais, une nouvelle aventure, et c'est cool, quoi. Je les vends comme mes bébés. Il y a 2 mois à l'intérieur. Alors, je voulais demander quel était le 10e, mais... Je sais pas encore, c'est trop tôt, faut que tu me reposes la question en janvier. J'en ai pas la moindre idée. Timing. Ouais, j'en ai pas la moindre idée. Je laisse l'univers œuvrer, agir, je ne sais pas, me surprendre. Quelles sont les valeurs qui t'animent? Alors, t'as commencé là déjà à aborder certaines choses sur l'éveil des consciences. La justice, ça c'est un truc d'hypersensible. L'injustice, ça me rend dingue. La justice. La liberté. La liberté. Dont on a beaucoup parlé. Et la vérité. La parole juste. J'ai arrêté de dire des choses pour faire plaisir aux autres. Je dis des choses qui me font plaisir à moi. Et quand c'est dans le cœur, en fait, après, je suis libre de ce qu'en fait l'autre. Donc ça, c'est encore une fois la liberté. Et la vérité. De toute façon, j'ai jamais su mentir. J'ai jamais aimé les mensonges. Je suis très mal à l'aise avec ça. Je comprends pas d'ailleurs. J'ai jamais compris les gens qui mentaient. J'ai jamais, on va dire, été attentive aux mensonges. J'ai jamais cru aux mensonges, car pour moi, je comprends pas en fait les gens qui mentent. Sciemment, tu veux dire, volontairement? Ouais. C'est rigolo cette question, parce que je pense que pendant des années je me suis menti inconsciemment. Donc c'est très rigolo, en effet. C'est une possibilité. Mentir ou être dans une forme de dénégation, de déni, de pas reconnaître, qui n'est, tu vois, ouais. De quel côté on se situe. Oui, oui. Parce que le mensonge, sciemment, c'est volontairement... Oui, enrober la vérité, quoi. Oui. Et ça, je comprends pas, en fait. De toute façon, la vérité éclatera toujours au grand jour, petit 1. Et petit 2, c'est vraiment entre toi et toi, quoi. Après, la vérité, c'est sa propre vérité, ça reste quelque chose qui est subjectif aussi. Ce qui sera une vérité pour moi ou la vérité ne le sera pas pour toi ou pour d'autres. Mais là, on est dans une autre définition, du coup. Là, on est dans la définition de la vérité, ouais. Ah oui. Et pas du mensonge. Mais moi, je suis pour la vérité, ouais. Et du coup. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? En dehors du fait que tu dois accompagner ton fils à la crèche. Alors maintenant, il a 6 ans, ou à dans 2 semaines. Ouais, du coup, maintenant, c'est l'école, c'est le CP, avec les horaires et tout le truc. Mais je m'y tiens, là, depuis le début de l'année, on n'est pas en retard. Donc ça va, je suis assez fière de moi, parce que je me dis, le pauvre, il a pas de chance avec les parents qu'il a. Qu'est-ce qui m'aide à me lever le matin? Le fait d'avoir les poumons qui respirent et ces journées merveilleuses qui m'attendent. L'aventure, là, chaque jour, qui s'écrit. Cette vie qui n'a de cesse de me surprendre. Et j'aime ma vie. Donc je suis heureuse de me lever le matin parce que j'aime ma vie. Je suis entourée de beaucoup d'amour chez moi. Mon fils, mon chat, mon mec. J'ai beaucoup d'amour dans mon foyer, donc ouais. Alors comme je disais tout à l'heure, comme tu l'as dit aussi, mon podcast, il est à vocation, avec beaucoup d'humilité, de participer à l'éveil des consciences. Du moment où j'ai envie de donner la parole à... Alors il fallait trouver un intitulé, mais c'est un peu enfermant, mais j'ai envie de dire aux acteurs du nouveau monde, du moins tous ces humains qui sont préoccupés par les autres humains, en fait, très simplement, voilà. Comment est-ce que toi tu t'inscris dans ce nouveau monde? C'est quoi pour toi le nouveau monde? Alors, comment je m'inscris? Sur un quiproquo, et ça je trouve ça génial. J'ai un tiers de mes lecteurs qui détestent lire, et qui lisent mes livres et qui les dévorent, alors qu'à la base ils détestent lire. J'ai des gens qui achètent mes livres sur un malentendu, parce que ils croient quoi? Je sais pas, que je suis tombée alors déjà il y a ceux qui pensent que c'est une BD, mais bon, très vite illustré, voilà, très vite ils se rendent compte que c'est pas une BD, donc il y a pas de souci avec ça, ils l'achètent en sachant que c'est un livre, mais ils savent pas du tout vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté. Ça c'est genre la nana qui croit que ça parle que de l'amour, alors qu'elle a pas compris que ça allait parler d'elle, de son enfance et de sa relation avec elle-même. Oui, on peut se méprendre sur les titres de tes bouquins. Mais moi j'adore. Oui, que ça peut avoir un double sens. Ça a un double sens. Mais moi j'adore quand on se barre de mon stand avec un malentendu. J'adore parce que je me dis son inconscient il est venu chercher un truc, ça va monter dans le conscient et j'adore. La nana va se prendre une claque, ça va être magique. Avec humour. Elle va se prendre une claque avec humour. Il y a la bombe humaine, c'est moi, qui fonctionne très bien aussi sur les nanas carrées avec des ongles, qui sont très coquettes. Parce que je ne suis pas du tout, mais et qui se disent ah ouais c'est tout à fait moi, la bombe humaine c'est moi. Donc sur un malentendu elle repart avec mon livre et pareil je me dis oh là là celle-là ça va être génial, elle va m'écrire après ça va lui faire ça va la chambouler. Donc
Je m'inscris via un malentendu dans l'histoire. Maintenant, comment j'ai envie de m'inscrire? J'ai envie de m'inscrire en donnant l'opportunité aux autres humains de se comprendre, de s'accepter et de s'aimer. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité et en fait en racontant toutes mes erreurs, toutes mes failles, toutes mes imperfections, en me mettant à nu, sans filtre, sans peur d'être jugée, en ayant d'ailleurs un petit peu rien à faire de ces deux choses-là, d'être jugée ou bien comprise. Parce que derrière, je pense vraiment que le monde va mal parce qu'il y a beaucoup d'humains qui sont malheureux. Tout simplement. Tout simplement. Et je pense que des êtres plus heureux œuvrent pour un monde meilleur, tout simplement. Donc, je pense que le premier pas pour faire le chemin vers l'autre, c'est de faire d'abord le chemin vers soi. On dit que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Enfin, c'est ça. Je l'ai dit, je crois, dans d'autres interviews, mais c'est vrai que c'est vraiment ce que tu es en train de dire en fait. Hein. Ouais, la relation qu'on a avec les autres, c'est le reflet de celle qu'on a avec nous-mêmes. Ouais. Quand on s'aime pas, quand on se rejette, quand on est dans la colère de ce qu'on est, forcément à l'extérieur ça se ressent quoi. Et ça impacte, ça a une influence sur la relation qu'on a avec le monde, d'une manière générale. Moi je vais aider les gens à trouver leur bonheur, le bonheur vers eux-mêmes. Après tu parles de malentendu, de quiproquo, où t'as quand même en gros écrit sur ton bouquin, sur chacun de tes bouquins, la thérapie par le rire. Donc je veux dire, il y a des mots qui sont posés quand même. Oui, parce que depuis j'ai le recul nécessaire pour avoir compris des choses sur mon cheminement, parce que je suis de formation commerciale, que je suis une très bonne vendeuse. Bon, je vends plus des peignes à des chauves, j'ai arrêté de faire des choses qui n'ont pas de sens pour moi. De vendre quoi, des chauves? Des peignes. Tu connais pas l'expression? Le meilleur commercial, tu sais, qui te vend des trucs dont t'as pas besoin, quoi. Et tu repars, et puis 5 minutes après, tu sais que tu t'es fait enfler. Et là, tu te dis, putain, je me suis fait avoir. Moi, je suis pas de ce vendeur-là. Moi, je te vends de la joie, et puis derrière, je suis tellement contente, vous m'avez tellement bien conseillé. Oui, je vous ai juste écouté, mais Et donc, en fait, voilà, il fallait un truc accrocheur, et puis c'est la loi de la jungle, hein, quand même, les librairies, et le monde de l'édition, et le monde des auteurs, donc il faut faire sa place, il faut se repérer, donc j'ai une super alliée qui est mon illustratrice, qui fait des couvertures absolument divines, donc c'est vraiment mon identité, et puis ça traduit très bien l'ambiance, le ton, le style de mon écriture. Et le terme la thérapie par le rire, c'est parce que je cherchais un terme français qui puisse traduire ce que je faisais. Et ce qui ressortait depuis des années, c'était ah là là, mais ce que c'est drôle, ça m'a fait du bien. Tes romans, et c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé mais genre des vingtaines de fois, des dizaines, vingtaines de fois, tes romans devraient être remboursés par la Sécu. Et là, je me suis dit, ça fait du bien, quoi. Donc, je cherchais un terme, et puis il y avait le film Happiness Therapy, et puis il y avait des trucs qui ont émergé, et bam, la thérapie par le rire. Sauf que la thérapie par le rire, punaise. Je me casse les dents dessus à chaque dédicace. Je n'en peux plus de toutes ces mamies qui viennent sur mon stand, qui n'écoutent pas du tout ce que je leur raconte, et qui sont là, genre, et du coup, c'est où le yoga du rire? J'adore, je me dis, je me suis pris un truc dans la tronche, là, que j'ai sollicité inconsciemment. Et c'est très drôle. Encore une fois, un quiproquo, un malentendu. C'est ça. Donc elle m'écoute, elle me sourit. Oui, je connais, mais j'ai déjà fait. Alors déjà c'est oui, je connais. Alors moi je suis flattée, tu vois, mais après j'ai plus l'habitude. Enfin j'ai l'habitude, donc je ne me fais plus avoir. Vous connaissez? Vous connaissez mon travail? Oui, enfin j'ai déjà fait. Vous avez déjà fait des livres? Je comprends pas. Donc je fais la nana bête et mauvaise. Je mets vraiment de la mauvaise volonté. Je leur dis excusez-moi, je comprends pas ce que vous me dites là. Moi en fait j'écris des livres, madame. Mais je comprends. Mais non, mais parce que vous avez écrit le yoga du rire. Je fais non, relisez ce qu'il y a marqué. Il y a marqué la thérapie par le rire. Roman. En gros, j'essaie de le mettre de plus en plus gros. Et en fait, tous les salons, j'ai toutes les mamies qui viennent et qui me racontent que elles font du yoga du rire et elles sont trop fières. Et elles me bouffent un quart d'heure de temps pour me raconter ça. Parce qu'elles écoutent pas du tout quand je leur dis bonjour, je suis auteur local, j'écris des romans. Des romans. Maintenant, je suis là, des romans, madame. Des romans qui font du bien par le biais de l'humour. Des romans, madame. Regardez, des romans. Oui, mais du coup, vous exercez... Non, j'exerce pas. Je suis chez moi en pyjama en train d'écrire. Laisse-moi tranquille. Écoute ce que je te dis. Et la nana, je te promets, ça met du temps avant que ça percute, quoi. Mais j'avais pas compris. Bah oui, je vois bien. Vous m'avez pas écouté. Et ça me rappelle à quel point
On comprend toujours ce qu'on a envie de comprendre, quoi. C'est un truc de dingue. Et c'est pareil, ceux qui arrivent sur le stand et qui sont là, mais si, mais j'ai vu BD quelque part. Moi, je sais, j'ai compris depuis, tu vois, je suis là, bah oui. Votre cerveau, il a vu une couverture colorée. Ouais. Monsieur, je vais vous expliquer. Une couverture colorée de B et du B. Voilà, tout simplement. En fait, c'est écrit en gros, tu l'as tout de suite compris. Le cerveau, il a fait l'échange, il a mis couverture colorée, Marion BD. Voilà. Donc c'est vraiment toute une histoire de malentendu. Mais ils repartent quand même avec ton livre sous le bras. Alors, pas toutes les mamies, non. Non. Elles repartent en me racontant. Elles repartent en parlant, genre j'ai disparu de la conversation, je suis même plus là. Oui, parce que tu te rappelles, Gisèle, le cours de yoga. Et puis elles se barrent comme ça de mon stand avec leur aventure de yoga durée. Eh ben écoute, même plus. J'ai disparu du truc, quoi. J'adore. C'est très drôle. Donc c'est l'envers du décor de... je me suis fait piéger à mon propre piège. Mon propre jeu, voilà. Mais tout ça, tu vois, c'est arrivé sur la route, en fait. Souvent, ce sont les lecteurs qui m'ont mâché le travail avec leurs questions, leurs réflexions, leurs réactions, leurs retours, et voilà. Maintenant, ça fait un produit très cohérent, très comment ils disent. Putain, j'aime pas du tout les termes américains, là, bankable. Oui. Un produit marketing sexy, vendeur. Et s'il y en a un que tu conseilles à lire pour commencer? Alors je sais que tu as déjà dit que, ou pas, ou je t'ai entendu dire qu'il n'y a pas forcément, si, il pourrait y avoir un ordre chronologique. Effectivement, j'en ai pris un dans la série qui fait référence à d'autres, alors ça donne envie de lire, parce que, mais je comprends pas trop de quoi elle parle là. Lequel? Est-ce qu'on peut choisir? Je peux pas donner une réponse parce que chaque individu aura sa propre réponse, puisque ça dépend de son état d'âme du moment, puisque je pense que chaque roman vient nous chercher à des moments où ils ont des choses spécifiques à nous apporter à nous-mêmes à cet instant T de notre parcours. Par contre, c'est vrai que pour moi, mon meilleur, c'est cet espace dont j'ai manqué, quoi. Enfin, mon meilleur. Je les ai tous écrits avec autant d'authenticité, de douleur, d'amour, de rire, de joie, de tout ce que tu veux, mais quand je vois l'impact qu'il a sur les lecteurs, celui-là, c'est sûr que celui-là, il te laisse pas de marbre, quoi. Celui-là, c'est vraiment celui sur l'hypersensibilité. J'allais te demander quelle était en quelques mots la thématique. Ouais. Voilà, j'ai perdu ma maman et je tombe enceinte de mon enfant. Et je suis une mère allaitante qui veut faire de son mieux et qu'on prend plein la gueule. Mais tu arriveras jamais à faire de ton mieux, mais c'est trop difficile tes objectifs. Et je suis là, putain, mais vous réagiriez comment face à quelqu'un qui vous dit qu'elle en a rien à foutre et que du coup continue à picoler pendant qu'elle est enceinte? Si vous réagissez comme ça quand moi je vous dis que je veux faire attention à mon fœtus, mais du coup quelle est votre réaction quand vous êtes face à quelqu'un qui fait de la merde? Et en fait, je me suis rendu compte que quoi que tu fasses, quand tu portes un enfant, ce que tu fais en fait ne t'appartient plus et est forcément critiquable. Et que quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui sera pas d'accord avec toi et qui va te juger et qui va te raconter un truc horrible sur quelqu'un qui a fait pareil et que ça a eu des conséquences dramatiques sur la vie de son enfant. Tu te dis, putain, mais qui vous a autorisé à rentrer à ce point dans mon intime et qui vous a demandé votre avis, quoi? Parce que c'est toujours des conseils qui sont des leçons, quoi. Les gens, ils arrivent avec leur ego. Et c'est pas arrivé souvent qu'on me dise, même la famille, les proches, putain, vous l'avez bien élevé votre fils. En fait, on te souligne toujours ce qui va pas, quoi. Puis alors, on te fout la merde. Mais si, il est fatigué. Mais non, il est pas fatigué. Regarde, il est excité. Attends, je t'explique, il est comme ça parce que justement, il est fatigué. Et en fait, t'es en lutte constante contre tout le monde. Le plus dur d'avoir un enfant, tout comme l'allaitement. C'est pas l'allaitement en soi ou c'est pas l'enfant en soi, le fait d'avoir un enfant, mais c'est tout ce qui vient avec, quoi. La société qui s'octroie le droit de commenter tout ce que tu fais, quoi. Comment ça, le bébé, il dort dans votre chambre? Non, attends, est-ce que je t'ai demandé si tu portais des strings ou des tangas? Est-ce que je t'ai demandé si t'étais pour ou contre la sodomie? Non, mais je veux dire, c'est autant intime que ça, quoi. Je ne te permets pas. Mais en fait, les gens n'attendent même pas que c'est comme ces mamans enceintes qui sont là, mais comment tu mets ta main sur mon corps, quoi? Qui t'a autorisé à mettre ta main sur mon corps? Ah, je te promets, moi, les gens qui se permettaient de toucher mon enfant alors qu'il venait de naître sans demander, mais j'avais envie de faire des prises de karaté, quoi. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, que j'ai découvert la communication non violente, sur un malentendu. J'avais envie de prendre des objets et de les jeter à la gueule des gens, et puis là, je découvre le terme, la communication non violente. Et j'étais là, mon Dieu, mais justement, c'est ce dont j'ai besoin, puisqu'en ce moment, j'ai envie de communiquer avec la violence. Bon, en fait, ça n'a rien à voir.
Mais enfin pas tout à fait en tout cas. On t'explique pas comment ne plus être violent. On met de l'amour entre toi et les autres. Ça a bien fonctionné sur moi. C'est un merveilleux outil. D'ailleurs, je le conseille. Voilà, j'étais outrée par les comportements des gens, quoi. Puis tu te dis, la nana, elle est en train de couler et ils en ont mais rien à foutre, quoi. Tu peux pas faire ça. Tu dois aller bien pour ton enfant. Putain, attends, je suis au fond et en plus tu me jettes une pelle avec de la culpabilité dessus sur le coin de la figure, quoi. Arrêtez, vous êtes en train de m'enterrer, les gars. M'enterrer vivant. C'est, ouais. Il y a personne qui vient t'aider. Hein. Et donc ce livre, effectivement, c'est la main tendue alors que t'es au fond du gouffre. Moi, déjà, il m'a fait beaucoup de bien en l'écrivant. J'ai compris beaucoup de choses sur moi parce que je suis pas du tout quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui pense que le problème vient toujours des autres. Puisque là, je fais le constat d'une société dysfonctionnelle qui critique les mères et qui les laisse, qui est même pas en train de les laisser couler, qui les pousse dans le précipice. Mais on peut pas changer la société. Donc moi, ce que je peux faire, c'est remettre en question, moi, ma posture, en tant que mère. Qu'est-ce que j'ai autorisé? À quoi j'ai dit oui, puisque on s'est permis de faire ça? À quoi j'ai pas dit stop? Et c'est vraiment ça que j'œuvre dans mes romans, parce qu'en fait, tu vois, hier j'avais un live, pareil, avec une jeune femme qui a lu ce livre, donc Cet espace dont j'ai manqué, et elle me disait, moi, la phrase la plus violente de ton livre, et qui m'a vraiment impactée et qui résonne dans ma tête depuis, c'est « Ne tiens pas pour responsable celui à qui tu as permis d'agir ainsi avec toi ». Reprends le pouvoir, en fait. Oui, sortir de la posture de victime. Exactement. Reprends le pouvoir, tu peux changer la donne. Juste en changeant ta vibration, en changeant ta posture, en disant non, en fait. Même si tu dois le crier, même si tu dois jeter des objets, résiste. Prouve que tu existes. Ouais. Ne te laisse plus faire. Et personne mieux que toi pourra te défendre, en fait. Je crois que c'est un peu le fil rouge de toutes mes interviews, finalement. Enfin, à un moment donné, ça émerge, en tout cas, cette question de la responsabilisation. Ouais. De prendre ses décisions, de faire ses choix, quelles que soient les conséquences que ça peut avoir, ce que l'entourage peut nous en dire. À partir du moment où on est connecté à soi, à son cœur, voilà, à son corps, à son intuition, à son être. Mais c'est dur, hein. C'est difficile. C'est très très dur, hein, la décision, parce que moi je vois, j'ai plein de nanas qui arrivent sur mon stand là et qui me disent mais je peux pas leur faire ça. Je suis là, par contre, il y a aucun problème que tu puisses te faire ça à toi depuis des années, quoi. Ah mais je peux pas tout arrêter, tu comprends, c'est l'entreprise familiale, je comprends. Mais qu'est-ce que toi tu t'infliges depuis des années, en fait? Et puis, est-ce que tu le fais contre eux? Ou est-ce que tu le fais pour toi? Parce que finalement, c'est là que réside la vraie question. Est-ce que tu le fais pour toi ou contre eux? À partir du moment où tu le fais pour toi, c'est leur problème. Et souvent, quand on prend des décisions pour nous, les gens ont l'impression que c'est contre eux. Mais excuse-moi, quoi. Mais pas du tout. C'est pas contre toi. C'est l'interprétation que les gens font. Mais bien sûr. Mais c'est un truc qu'on oublie de dire. C'est pas contre toi, c'est pour moi. Ce soir, les filles, j'ai pas envie de sortir. La soirée entre nanas, je sais, moi aussi, vous me manquez, j'ai envie de vous voir, mais là, ce soir, c'est pour moi. J'ai besoin de repos. Ouais, t'abuses, allez, fais un effort. Ah, d'accord. C'est ça que vous me demandez, de faire pour vous contre moi. Fais-moi plaisir. Ouais. Et c'est même dans les relations humaines pendant des années. Moi, j'ai une copine qui me dit, putain, mais j'ai compris l'autre jour que j'avais le droit de dire j'ai pas envie. Avant, je me justifiais en trouvant des fausses excuses, en étant trop d'excuses, tu l'excuses. Je sais plus qui m'avait sorti ça. Quand t'as 3 excuses en face de toi, c'est qu'en fait, c'est même pas la vraie excuse. Mais voilà, c'est un prétexte. Mais on se justifie et tout pour pas froisser l'autre, alors qu'en fait, à quel moment, viens Katia, on va faire pipi. Ben non, j'ai pas envie. Ah si, tu viens avec moi, on va faire pipi. Mais non, mais en fait, j'ai pas envie. Mais le corps, c'est pas nous qui décidons nos envies. Mais on a honte de dire j'ai pas envie. Alors qu'on dit j'ai pas envie de faire pipi. Allez, un petit verre d'alcool, pardon. Un verre d'eau, on a le droit de dire non, mais par contre, le verre d'alcool, il y a toute la culture autour de l'apéro, que si tu veux pas boire d'alcool, putain, tu fais chier, ah, t'es pas drôle, oh, la rabat-joie. Mais mon Dieu, quoi, combien de fois dans ma vie j'ai essayé d'arrêter de boire de l'alcool, mais qu'en fait, la lutte, le combat, c'était les autres. Mais c'est quand même dingue, quoi. Tu peux pas dire j'ai pas envie. J'ai pas envie de boire d'alcool ce soir. T'as pas le droit, quoi. Ça, c'est un vrai sujet, hein, on n'en parle jamais, mais toutes les fois où j'ai essayé d'arrêter d'être alcoolique, oh, c'est dingue, hein. Oui, mais c'est tout le temps, en fait. Mais oui. Alors qu'un enfant, il en a rien à foutre. Maman, j'ai pas envie. Moi, mon fils, c'est Yoda, quoi. Le mec, il me donne des leçons comme ça dans la trogne.
sans s'en rendre compte. Viens mon amour, j'ai envie de te faire un câlin. Non maman, c'est mon corps, j'ai pas envie. Je suis là, oh mon Dieu, que j'ai bien élevé, ça se retourne contre moi. Mon Dieu. 42 heures d'accouchement. Et te me dit que t'as pas envie? Tu te fous de ma gueule? Ça, je le garde en moi, ça me fait rire. Je pense qu'un jour, j'écrirai un sketch sur mon enfant. Ce sera peut-être la prochaine étape. Et mon rôle de mère, non mais c'est clair. Une mise en scène. Non mais oui. Tout ce que tu as déjà écrit. C'est ça. Il y a de quoi, il y a matière. J'ai pas envie. Quand il me sort mais ça, voilà, je te jure. C'est tout trouvé, Je suis pas là. envie. Mais tu es libre, mon fils. Je suis là, c'est bien, je l'ai bien élevé. Il avait tellement confiance en l'amour que j'ai pour lui qu'il est capable de dire, dégage la vioque, je veux pas ton câlin. Mais je sais que tu vas continuer à m'aimer quand même, alors ça va. Je trouve ça génial. J'avais écouté un gars qui disait, il y a rien de plus gratifiant qu'un ado qui t'envoie chier. J'étais là, putain, faut que je me prépare. Il n'a que 6 ans bientôt. Psychologiquement, faut que je me prépare. Et il disait, mais en fait, ça veut dire que tu l'as appris, tu l'as élevé dans la liberté. Il ne te doit rien. Et l'affirmation de soi. Ouais, et puis c'est surtout qu'il comprend qu'en fait, il y a pas cette espèce de jeu malsain de avec tout ce que j'ai fait pour toi. Et putain, fallait pas le faire, tu sais. Si c'est pour lui ressortir, attends, excuse-moi, c'est quoi? C'est à crédit? Je te dois quelque chose. Déjà, excuse-moi, mais j'ai pas choisi de naître. Enfin, bon. Ça, c'est encore un autre sujet. Oui. Ouais, mais moi, je dis, merci de m'avoir choisi, mon amour. Mais quelque part, tu vois, dans l'inconscient, c'est nous qui avons décidé de faire un bébé. Je suis pas encore la Vierge Marie, donc oui, j'ai quand même décidé. Et le mec, en plus, il vient sur Terre, il te doit des trucs, quoi. Genre, t'achètes ta liberté, mon gars. Ok? Moi, je t'ai élevé, je t'ai allaité, machin, et puis, par contre, t'es redevable. Non, mais jamais de la vie, quoi. Oh, je te jure. Dans mon amour, tu es libre. Et il disait donc qu'il y a rien de plus gratifiant qu'un enfant qui t'envoie chier dans la gratitude totale de tout ce que t'as fait pour lui, puisque de toute façon, tu l'as fait sans rien attendre en retour. Voilà. Tu lui as appris qu'en fait, il avait le droit de donner sans recevoir. Et il avait le droit de recevoir sans être obligé de donner, puisque ça marche dans les mêmes... voilà. La leçon est dans les deux sens, mais... et en fait, c'est ça, les enfants, ils sont libres, quoi. Il faut préserver ça le plus longtemps possible. Se reconnecter à ça. Ouais. Bon, Marie, on arrive à la fin de l'interview. Ah ouais, on l'a dépassé un peu même, non? Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais bien aimé que je te pose? Alors, je sais pas si tu me l'as pas posée, mais je pense que c'est important qu'on se la pose avant chaque échange humain. Comment vas-tu aujourd'hui? Mais je crois que je te l'ai dit. Ouais, je pense que tu as dû me la poser, mais je pense que c'est important d'y mettre du sens en se disant, tiens, avec quoi arrive la personne aujourd'hui? Parce que t'arrives peut-être avec une nuit atroce, ou tu t'es engueulé avec la nana à la boulangerie ou sur le parking, et en fait, tu arrives avec ça. Et on demande pas assez souvent aux gens en conscience, tiens, comment tu vas aujourd'hui? Oui. On pose la question du ça va, mais on n'attend pas la réponse. Ouais. Si on nous dit non, ça va pas, on n'est pas prêt. Même pas. Ouais, parce qu'on n'est pas prêt. Ouais. Le politiquement correct, c'est tu dis ça va et puis c'est tout, quoi. Tu viens pas m'emmerder avec tout ce avec quoi t'arrives. Alors qu'en fait, ça peut influencer. Ça peut. Ça influence. Ça influence. C'est inconditionnel. Ça influence les échanges qu'on a avec les autres. Donc c'est important de se poser la question et de se dire, tiens, au fait, comment tu vas toi aujourd'hui, avant d'engager un truc. Et vraiment, ouais. Ouais. Donc moi, je suis arrivée ce matin avec un torticolis parce que hier j'ai eu la folie de vouloir faire un câlin à mon amoureux devant le film. Pas un câlin sexuel, juste être dans ses bras, dans une posture qui n'était pas agréable ni pour lui ni pour moi. Donc tous les deux, on s'est réveillés ce matin avec lui mal à l'épaule et moi mal au cou. Donc, déjà, on se rend compte que le temps passe et que nous vieillissons. Nous n'avons plus la souplesse de la jeunesse. C'est passé. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai un torticolis, voilà. Donc, je suis à l'aise d'être là, mais je suis mal à l'aise dans mon corps, voilà. Oui, quelque peu bloqué. Ouais, étriqué. Sinon, toutes les questions, ça va. J'arrivais avec aucune attente, donc tout est ok. Ouais, super. Moi, j'ai une dernière chose à te proposer pour terminer. Tu te souviens du portrait chinois? Si j'étais une fleur, je serais. Si j'étais... Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu es ok pour te prêter au jeu de mes questions? Carrément. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Des sushis. Sucrés, salés, le poisson, les chats. Ouais. Des sushis. Chat? Bah, le poisson. Qui c'est qui mange le poisson? C'est le chat. Ah. En plus, t'as un poisson-chat. Le chat revient toujours. Le félin, Puis le poisson, il y en a des trucs qui sont à contre-rivière, enfin tu vois, c'est... Ouais. Ok. Si tu étais un livre. Oh waouh. Alors celui qui a changé ma vie, le philosophe qui n'était pas sage. Ouais. Je suis pas fan des autres, mais celui-là... Non, je te dis une connerie, en plus tu vois, c'est rigolo. Enfin celui-là aussi a changé ma vie. L'homme qui voulait être heureux. J'ai commencé à vouloir
vivre à nouveau en lisant ce livre après le décès de ma mère. Ça a été une chute très longue dans un précipice très noir. J'étais enfermée dans une pièce sombre et j'arrivais pas à en sortir et j'ai lu le livre et là j'ai réouvert les rideaux et j'ai décidé de faire un bébé. Donc ce livre a changé ma vie et Le philosophe n'était pas sage, qui n'est pas sage. Je l'ai lu c'est le deuxième. Ouais, je l'ai lu enceinte et ça m'a bien aidée à accueillir mon fils dans de très très belles conditions. De Laurent Gounel. Bah oui, pardon, hein, pour ceux qui savent pas. Pourquoi les mouches sont sur moi? Je sais pas comment le prendre. C'est une mouche qui nous embête. C'est la réincarnation de qui? Maman? Tu viens me voir à travers une mouche? Non, je plaisante, c'est un papillon. Je suis sympa quand même. Si tu étais un dicton, ou une devise, ou un proverbe? Ok. Si tu ne rentres dans aucune case, dessine-toi dans ton cercle. Ah oui, je l'ai lu ça, j'ai adoré. Elle marche bien celle-là. Oui. Si tu étais un film? The Notebook. Qu'est-ce que c'est comme film? N'oublie jamais. Ah oui. Parce que mon mec c'est le sosie Jean-Michel à peu près de Ryan Gosling. Parce que c'est grâce à ce livre que j'ai choisi le prénom Noah pour mon fils, qui s'appelle Noah Keane. Donc il y a eu mon mec qui est venu rajouter sa touche personnelle sur le prénom Noah, que j'avais déjà choisi, grâce à ce film. L'histoire d'amour, elle est juste absolument incroyable. Et en plus, ça parle de la mort. Et c'est terrible. Et c'est affreux. C'est le pire cauchemar. Pour l'instant, je ne suis pas touchée personnellement par la maladie d'Alzheimer dans ma vie, mais j'ai plein d'amis qui ont des parents atteints de la maladie d'Alzheimer, mais je suis sûre et certaine qu'il va se passer un truc dans ma vie perso, parce que j'ai un conjoint qui est épileptique, et que ça impacte le cerveau et la mémoire. Donc tu vois, finalement, tout se recoupe avec ce film. Je ne serais pas surprise, en tout cas, si mon conjoint me faisait un truc comme ça sur la fin de sa vie. Ouais. Si t'étais un super-héros ou une super-héroïne, quel serait mon pouvoir? ou qui serais-tu? Ou quel serait ton pouvoir? Ah, donc faut que ce soit quelqu'un qui existe déjà? Peu importe. Un personnage fictif, mythique, connu, pas connu. Happy Woman. Je viens et je mets de la joie là où il y en a pas. Je viens et je t'aide à mettre de la joie là où il y en a pas. Oh bah tu l'as déjà créé, non? Ouais, c'est clair. Ok. Merci Marion pour ta participation. Merci Katia pour ton intérêt. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Marion Dubé vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Donc vous trouverez tous les liens. Donc tu es sur Facebook, Insta. Marion Dubé, Insta, Marion Dubé auteur. Et sur mon site internet, mariondubé.fr. Tout attaché. D-U-B. Tout simplement. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.